Suite de la visite du président de la République au Sénégal, le président Macky Sall a reçu du président Ibrahim Boubacar Keïta la plus haute distinction honorifique du Mali. L'importance du rappel de la vaccination ou la mise à jour du carnet de vaccination de l'enfant, c'est le sujet de la chronique santé du jour. Vous aurez les explications des spécialistes en fin de journal. Le sommaire de cette édition, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Le président de la République poursuit donc sa visite d'État au Sénégal où il a décoré son homologue Macky Sall de la plus haute distinction honorifique du Mali. Il s'agit de la Grande Croix de l'Ordre national du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a été décoré à son tour par le président sénégalais. La cérémonie de décoration a été suivie par une séance de travail entre Maliens et Sénégalais. Et juste après cette séance de travail, les deux délégations, les deux présidents ont animé une conférence de presse. Vous aurez certainement le reportage de nos envoyés spéciaux d'ici la fin de ce journal. Et ce message de condoléances du président de la République, chef de l'État, son Excellence, adressé à son Excellence Dr Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. C'est avec une grande affliction que j'ai appris l'attentat de la gare routière d'Abuja survenu le 14 avril ayant entamé des pertes en vies humaines et des blessés graves. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cet acte ignoble et barbare d'un autre âge. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple nigérian, ainsi qu'aux familles des disparus, mes condoléances les plus attristées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. En renouvelant les sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Ici, à Bamako, le Premier ministre Moussa Mara a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Moussa Mara a fait cas de la volonté du gouvernement de faire de nos institutions des instruments crédibles, stables, tout en renforçant leurs capacités. Mohamed Diarra. Quand l'exécutif rencontre le législatif et le judiciaire, l'ordre du jour est vite trouvé. Discuter des voies et moyens susceptibles de renforcer les pouvoirs des institutions de la République. 10 jours après sa nomination, le Premier ministre rend une visite de courtoisie aux institutions de la République. Première escale, l'Assemblée nationale. Moussa Mara a eu un tête-à-tête avec le président de cette institution avant de rencontrer les autres députés. Ici, le message est clair. Nous entendons au niveau du gouvernement, au-delà du Parlement, mettre toutes les institutions dans les meilleures conditions de fonctionnement possibles et donner à toutes les institutions les moyens, le temps d'attention nécessaire pour qu'elles puissent agir de manière efficace et conformément à leurs attributions. Et aussi, très rapidement, nous allons souscrire à une innovation importante de votre règlement intérieur qui porte sur les questions d'actualité avec la présence effective du Premier ministre. Questions d'actualité qui vont permettre et à la majorité et à l'opposition de pouvoir partager avec nous l'essentiel sur l'action gouvernementale. Selon les chefs de gouvernement, pour que la démocratie malienne soit vivante, l'opposition parlementaire doit jouer le rôle qui est le sien. Et le gouvernement verra pour que ce soit ainsi. L'opposition sera respectée, sera considérée. Et nous ferons en sorte que tous ces droits, pour ceux qui relèvent de notre responsabilité, tous ces droits soient préservés. Nous allons très rapidement inviter les partis de l'opposition à venir discuter avec nous et nous aurons l'occasion de leur rappeler cette bonne disposition que nous prenons à son égard et nous ferons en sorte de ne pas être pris en défaut par rapport à cette considération parce que la crédibilité d'un Parlement, c'est aussi la crédibilité de l'opposition, c'est aussi une opposition qui soit en position de pouvoir jouer son rôle dans le jeu normal des institutions.
Cette volonté du pouvoir exécutif de doter le Mali d'institutions fortes est saluée par le président de l'Assemblée nationale. Durant cette 5e législature, les députés seront là pour soutenir le gouvernement dans ses initiatives pour la consolidation de la paix, la réconciliation nationale, le développement, la relance économique, la réduction des inégalités et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les projets de loi rentrant dans ce cadre recevront bien entendu un traitement prioritaire. Après l'hémicycle, le patron de l'administration malienne s'est rendu à la Cour constitutionnelle pour le même exercice. Nous nous inscrivons, mais absolument dans le cadre de la légalité. C'est vous, en tant que gardien de la légalité, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est quand l'ensemble des acteurs du jeu institutionnel sont persuadés que la légalité est la seule garantie de la pérennité de la République, que la République a des chances d'être sauvée. Le président de cette haute juridiction a rassuré le chef de gouvernement du soutien indéfectible de son institution. Monsieur le Premier ministre, nous comprenez que nous soyons vraiment très heureux de vous entendre tenir des propos qui vont tout droit dans le sens de ce que nous avons toujours souhaité ici. Mais nous voulons vous faire beaucoup de bénédictions. Nous vous félicitons pour la confiance qu'on a placée en vous, pour cette lourde et très lourde responsabilité, mais une responsabilité exaltante. Nous sommes persuadés qu'avec la conviction que vous avez, l'engagement que vous avez, vous réussirez nécessairement. Cette volonté politique de crédibiliser et de renforcer les institutions de la République sera suivie d'effet dans les prochaines semaines avec la déclaration des politiques générales du gouvernement devant la représentation nationale, a conclu Moussa Mara. Les assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods s'achèvent aujourd'hui. À marge des travaux, le ministre de l'économie et des finances a eu des entretiens avec la directrice exécutive de la Banque mondiale et celle du FMI. Les signaux économiques et la coopération avec ces deux institutions sont globalement satisfaisants et le Mali entend mobiliser des fonds pour faire face à de nouvelles priorités. Une démarche malienne qui semble être partagée par ses partenaires. Salif Sanogo pour les détails. Se parler pour mieux se comprendre pour pouvoir mieux avancer ensemble. Ainsi peut-on résumer les échanges que la ministre de l'économie et des finances a eus avec ses interlocuteurs de la Banque mondiale et du FMI. Que ce soit avec Sri Mulyani Indrawati ou Christine Lagarde, Mme Boire et Fili Sissoko a évoqué les progrès et les attentes du Mali. Si le pays a reçu plus de 1300 milliards de francs CFA sur l'aide promise à Bruxelles, il n'en demeure pas moins que de nouvelles priorités pointent à l'horizon. Il en est ainsi des conséquences du changement climatique avec l'ensablement du fleuve Niger, de la démobilisation, du cantonnement et de la réinsertion des combattants, de la réforme de l'enseignement supérieur ou encore des dépenses militaires. Au FMI, tout comme à la Banque mondiale, la ministre a pu trouver des oreilles attentives. Dans les semaines à venir, des actions concrètes seront encore posées sur le terrain, a notamment rassuré Christine Lagarde. Déjeuner de revoir a offert à l'ambassadeur de Turquie au Mali en fin de mission. Il a été chaleureusement remercié par les autorités maliennes. La Turquie et le Mali collaborent depuis très longtemps, mais depuis quelques années, on assiste à une redynamisation de leur coopération. Nyanya Loutraoré. Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Voilà un grand ami du Mali qui s'en va. Ce diplomate chevronné quitte notre pays avec beaucoup d'acquis en termes de coopération et de partenariat. C'est à son actif que plusieurs accords de coopération ont été effectivement signés, notamment l'accord de suppression de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques entre nos deux pays, la présence des capitaux turcs dans le domaine de l'éducation, la réalisation de plus de 30 forages par l'agence TICA et la construction de la mosquée du Conseil islamique. À cela s'ajoute l'ouverture très prochaine de la ligne aérienne Istanbul-Bamako. Au moment où vous vous apprêtez à regagner votre beau pays, je voudrais vous donner l'assurance que vous ne laissez au Mali que des amis qui gardent de vous les meilleurs souvenirs, celui d'un diplomate chevronné et talentueux,
Le Mali et la Turquie, c'est une relation de longue date, bâtie sur un partenariat gagnant-gagnant. J'ai eu la chance de passer 4 années au Mali. Je veux vous assurer que je n'oublierai jamais le Mali où j'ai trouvé un peuple très proche du mien. Je dois ajouter très sincèrement que, où que je sois et quel que soit le poste où je me trouve dans l'avenir, je tâcherai de suivre les relations turco-maliennes et aurai-je la possibilité et l'occasion de contribuer encore davantage à leur développement. Des échanges de cadeaux ont meublé ce déjeuner d'au revoir. À noter que le diplomate Kemal est le premier ambassadeur de Turquie au Mali avec résidence à Bamako depuis le 5 février 2010. Épargner pour le changement au Mali, c'est le thème de l'atelier de 2 jours organisé par Oxfam en partenariat avec la fondation Strom, Freedom from Hunger et plusieurs autres ONG nationales. La promotion politique des femmes au Mali sera également au cœur des débats. Le compte-rendu de Rachel Tessougué. Le programme Épargner pour le changement a mobilisé plus de 400 000 femmes organisées en 18 000 groupes d'épargne à Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. En prenant l'initiative d'un tel programme, Oxfam veut contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'autonomisation des femmes en milieu rural. Le programme Épargner pour le changement a permis à 470 000 femmes bénéficiaires de réaliser une épargne propre de plus de 25 milliards de francs CFA, dont 80% environ ont servi à des petits prêts pour améliorer l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé. Aussi, ce programme a permis la structuration du tissu associatif des femmes en milieu rural. Le programme EPC a également favorisé la confiance en soi des femmes. Oxfam est convaincu que l'épanouissement de la femme ne saurait se limiter à l'amélioration de ses conditions matérielles. C'est pour cette raison qu'elle veut étendre son intervention sur la promotion de la carrière politique de la femme malienne. Nous souhaitons les aider à aller à l'étape suivante, c'est-à-dire les inciter à voter, mais aussi les inciter à se présenter, non seulement aux élections régionales, mais peut-être aussi au Parlement, et d'avoir une vision d'un Mali avec une représentation peut-être plus égalitaire des femmes, non seulement dans les institutions locales, mais aussi dans les institutions nationales. En seulement 10 ans d'existence au Mali, le programme Épargner pour le changement a permis, entre autres, de développer des activités génératrices de revenus en milieu rural et de lutter contre l'insuffisance alimentaire. Atelier régional d'analyse causale de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Les participants viennent des 6 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont 3 semaines pour renforcer leurs compétences dans la collecte et l'analyse de données d'enquête socio-économique. L'exercice permettra également aux spécialistes d'échanger et de réfléchir sur les questions de la malnutrition. Agali Agissa. Des données sur les causes de la malnutrition demeure importante dans la lutte contre ce phénomène. Et c'est pourquoi l'Institut du Sahel est sur les qui-vive et cherche à renforcer les capacités de ses chercheurs en analyse et méthodologie de recherche causale. Il faut que nos États, s'ils doivent faire face aux questions de malnutrition, qu'ils puissent avoir donc les données et les indicateurs donc, de cette malnutrition au sein donc, des populations donc, de moins de 5 ans. Et cet atelier vise donc à outiller les participants pour l'analyse causale donc, de la malnutrition dans ces pays afin qu'ils puissent communiquer avec les décideurs. Durant les 3 semaines de formation, les 18 chercheurs venus de différents pays vont s'approprier les connaissances relatives à la malnutrition dans les pays du Sahel. On va faire l'analyse descriptive, c'est-à-dire le croisement des tableaux 2 à 2, des variables 2 à 2. Et on finira par une analyse multivariée, c'est-à-dire un modèle logistique d'explication des phénomènes, d'explication des causes de la malnutrition des enfants. Les organisateurs de cette rencontre fondent beaucoup d'espoir sur les conclusions des travaux qui sont la suite de 3 ateliers du même genre. Nos attentes à la fin, c'est que tous les participants puissent donc maîtriser tous les outils, tous les indicateurs qui ont été donc identifiés par l'Institut du Sahel et qu'au retour dans leurs États, ils puissent donc finaliser des rapports qui seront soumis donc aux différents décideurs. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger et le Togo
sont les 6 pays représentés à ces travaux qui se déroulent à Sélingué en 3e région. Meeting de soutien au Premier ministre Moussa Mara, il est organisé par la cellule élément de la commune 5. Le président de la dite cellule a déclaré que la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre est une chance pour le Mali. Daouda Sidiki Diarra pour les détails. Après la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre par le président de la République, les soutiens ne faiblissent pas. Les militants du parti Élément Changement de la commune 5 ont tenu à lui rendre un hommage particulier. Pour qui connaît l'homme Moussa Mara, cet homme a capitalisé, malgré son jeune âge, une somme de connaissances et d'expériences qui lui permettent de relever tout défi qui se dresse devant lui. Les populations de la commune 4 se souviendront longtemps des grandes actions entreprises par Moussa Mara dans le cadre de la bonne gouvernance de leur municipalité. Pour les militants du parti Élément, le choix de leur président à la primature n'est pas un fait du hasard. J'ai eu l'occasion de rencontrer Moussa Mara pendant les élections présidentielles et j'ai eu l'occasion d'apprécier sa compétence, son sens du devoir, sa volonté de bien faire le travail et toutes choses qui font qu'aujourd'hui le Mali, dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, il faut un homme de sa trempe, de sa compétence pour pouvoir mener à bien les missions qui lui sont confiées. Les représentants des partis politiques et de plusieurs associations se sont succédés à la tribune pour apporter leur soutien indéfectible au Premier ministre. Ils demandent à tout le peuple malien de se mobiliser derrière le chef du gouvernement pour la réussite de sa mission. Et ces nouvelles qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui a abrité du 7 avril au 13 avril dernier la première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA, organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de la République de Côte d'Ivoire. Une quarantaine d'artisans maliens ont pris part à cette fête de l'artisanat africain. Cette première édition a été bouclée par une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs exposants venus de différents pays de l'Afrique ont été primés sur la base de plusieurs critères dont la créativité, l'innovation, l'originalité et la protection de l'environnement. Ainsi, le prix MIVA 2014 a été attribué au Malien Amidou Danyoko, bijoutier, et le prix meilleur stand au Malien Boubacar Doumbia, qui exposait des tissus Bogola. Le marché ivoirien de l'artisanat a pour but de valoriser les produits de l'artisanat et de créer un espace de rencontre entre les créateurs et les acheteurs professionnels du secteur de l'artisanat de toutes les régions du monde intéressés par cette activité. La prochaine édition est prévue pour 2015. Toujours à Abidjan, nous signale Kone Oulimatou Diallo de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. À l'instar des autres pays du monde, le Mali célèbre tous les ans, le dernier jeudi du mois d'avril, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. En prélude à cette journée, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes a délocalisé à Bougouni le volet formation de cette journée. Une formation qui concerne 300 jeunes des établissements secondaires et fondamentaux de Bougouni. Compte rendu Moussa Fani. L'objectif de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est d'encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à faire carrière dans les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi, en prélude à cette journée, l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et postes a organisé cette formation de 5 jours à l'intention de 300 jeunes filles de Bougouni. Elle vise à initier les jeunes scolaires aux notions de base en informatique. Cette journée offre l'opportunité aux décideurs administratifs et politiques d'inciter les jeunes filles à s'intéresser davantage aux technologies, à l'informatique, aux nouveaux moyens de communication et à l'ingénierie, et de les encourager à choisir leur profession en fonction de leur intérêt personnel et de leur talent, et non en fonction des stéréotypes. La maîtrise de l'outil informatique devra contribuer à l'autonomisation des femmes dans le secteur des technologies et pourvoyeurs d'emploi. 200 jeunes filles ont été sélectionnées dans les établissements d'enseignement secondaire et 100 autres dans les écoles fondamentales 2 de la ville de Bougouni. La présente session vise à promouvoir l'égalité hommes-femmes. Le choix porté sur Bougouni nous honore et nous comble d'espoir. Annoncé depuis une semaine, la formation des jeunes filles en TIC a été attendue avec beaucoup d'espoir ici à Bougouni. Cette année, notre pays célébrera cette journée sous le thème TIC,
les jeunes filles aussi. L'action humanitaire de Gao à HG, qui avait la gestion de l'hôpital régional depuis l'avènement de la crise de 2012, vient de transférer la compétence des ressources à la direction régionale de l'hôpital. C'était au cours d'une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de l'action humanitaire de Gao. Compte rendu d'Issa Kone. Ce 10e anniversaire de l'action humanitaire de Gao se déroule au moment où toute l'administration sanitaire a effectué son retour. Il s'agit du personnel de la direction régionale de la santé et du nouveau directeur général de l'hôpital qui vient d'entrer en fonction. Jusqu'à ce 12 avril 2014, l'action humanitaire de Gao avait la gestion totale de l'hôpital. Il fallait donc présenter un bilan à la communauté nationale et internationale ainsi qu'aux différents partenaires qui ont aidé l'hôpital dans ces moments difficiles. Ce rapport qui a été remis au directeur général de l'hôpital marque le transfert effectif de la gestion de l'hôpital à l'administration publique. À partir de cet instant, nous pouvons nous permettre de nous organiser avec le personnel pour aller dans le sens de la satisfaction, n'est-ce pas, des besoins de la population en matière de soins de santé. Tout en saluant le combat mené par l'action humanitaire, les autorités ont appelé à un esprit de solidarité autour de la nouvelle équipe dans l'amélioration des services de la santé pour le bonheur des populations. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de convoquer une session de conseil d'administration de l'hôpital le plus vite possible pour essayer d'évaluer le besoin et voir les perspectives, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir. Vous, les partenaires, tout le monde, l'État, il faut que tout le monde se donne la main à partir d'aujourd'hui pour se battre pour le bien-être des populations de la région et des populations du Mali en général. De 2012 à nos jours, l'hôpital de Gao est appuyé entre autres par le Comité international de la Croix-Rouge, Action contre la faim Espagne et les communautés de Gao. À Tombouctou, l'armée vient de boucler une grande patrouille dans le secteur de Goundam en passant par Léré jusqu'à l'Arnab avec la frontière mauritanienne. La mission visait essentiellement à sécuriser et à rassurer les populations nomades et sédentaires qui sont couramment victimes de cambriolage. Sur le terrain, les soldats ont appréhendé des individus suspects, saisi des armes et une dizaine de motos. OFM Tombouctou, Adama Djimde. Bien que la 5e région militaire de Tombouctou soit pratiquement pacifiée, l'armée demeure constamment sur sa garde. De gros moyens logistiques et autres armements sont encore et toujours déployés. Objectif, engager une patrouille d'une grande envergure vers Goundam, Échelle, Bintangougou, Farache, Léré et l'Arnab, nous sommes à la frontière mauritanienne. Cette manœuvre vise à sécuriser et rassurer les populations nomades aussi bien que sédentaires. Cette mission, ça rentre dans le cadre normal des missions qu'on nous a assignées à partir de Gao, des grandes patrouilles à l'intérieur de notre secteur pour augmenter les niveaux de sécurisation et surtout apporter les actions civilo-militaires aux populations que nous allons rencontrer dans la campagne. Prudence et de rigueur. Il faut plus la collaboration de la population pour nous donner l'occasion et l'opportunité de repousser l'ennemi loin de nos frontières ou au minimum les détruire en cas de rencontre. Ces hommes, plus que déterminés, sont prêts à donner l'assaut final pour détruire d'éventuelles positions ennemies. Le soleil ardent, l'air est chaud, le sable brûlant, le convoi avance dans un nuage de poussière. Et ce ne sont pas les obstacles naturels qui pourront empêcher la progression des soldats. En véritable professionnel, ces derniers se concertent, les consignes sont respectées. Nous sommes dans le village de Bintangougou. Entretien avec les villageois sur la situation sécuritaire. La mission a permis d'appréhender 2 individus suspects et de saisir des armes et une dizaine de motos. Inauguration du marché moderne de Dialola dans la commune rurale de Maïna, première région. C'est un meilleur cadre de travail qui est désormais offert aux commerçants. L'ouvrage a été cofinancé par l'ANICT, le conseil régional de Caille et la mairie de Maïna à hauteur de 36 millions de nos francs. Mahamadi Alioubari. Bâti sur une superficie d'1 hectare, ce marché qui vient d'être inauguré par les autorités politiques de la région de Caille a coûté plus de 36 millions de francs CFA, cofinancé par l'ANICT, la commune rurale de Maïna et le conseil régional de Caille. C'est donc le lieu pour moi de lancer un vibrant appel aux futurs occupants de faire de cet investissement le leur et de rassurer par la même occasion nos partenaires de la bonne gestion et de la répartition des revenus.
Ce marché comprend 2 blocs de 5 boutiques, 4 hangars, une boucherie moderne, un bloc de 6 latrines. Ce marché a été un rêve. C'était un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. Depuis 27 ans, les populations pensent à avoir un endroit où ils peuvent exercer leur petit métier de commerce. Ce marché serait certainement un instrument aux mains du conseil communal pour pouvoir améliorer ces recettes et pour pouvoir investir davantage, surtout dans les secteurs sociaux, dans les secteurs de base. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le chef de village de Djaloula, le président des commerçants détaillants, ont affirmé que ce marché permettra non seulement d'améliorer les conditions d'hygiène autour des produits vendus, mais aussi doter la commune d'équipements marchands adéquats pour une meilleure qualité de service public, afin de réduire considérablement le taux de chômage et de lutter contre la pauvreté par la création de beaucoup d'activités génératrices de revenus. La police nationale du Mali dispose désormais d'un seul syndicat unifié, le SINAPOL. Son bureau a été mis en place à l'issue de son premier congrès ordinaire qui a regroupé les délégués de toutes les unités. Il est présidé par le commissaire Ousmane Diallo et comprend 26 membres, tous élus pour un mandat de 3 ans. Le nouveau secrétaire général du syndicat national de la police du Mali, commissaire Ousmane Diallo, nous donne plus de précisions au micro de Lamine Keita. Au sortir de la crise de 2012, nous avions compris que la police revenait de loin. Il fallait faire quelque chose pour sauver le syndicalisme qui est un patrimoine très très important en termes d'outils de défense des intérêts matériels et moraux des militants. Aujourd'hui, ce syndicat est celui que les policiers ont librement choisi et à une très grande majorité, si je puis même dire à une majorité écrasante. La recommandation forte aujourd'hui est le changement du statut. C'est le statut qui gère la carrière du fonctionnaire de police. Si nous parvenons à changer le statut, nous aurons atteint un grand objectif. Entre-temps, les autres problèmes, on va les gérer au jour le jour et dans la possibilité du moment. Mais on va le faire dans le respect, dans les règles de l'art. Le SINAPOL aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un syndicat qui regroupe le SINACOMPOL, qui était le syndicat des commissaires, le SNIPOL, qui était le syndicat des inspecteurs, le Renouveau, qui était le syndicat en puissance aujourd'hui au sein de la police nationale, et d'autres entités que nous avions tous récupérées, qui ont compris le message que nous avons passé au cours de notre passage dans les différentes unités. Suite et fin des portraits des nouveaux ministres, ce soir nous vous proposons celui du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Il s'appelle Mahamadou Kamara, âgé seulement de 36 ans. Le ministre Kamara est détenteur d'un DSS en gestion et commerce international de l'Université de Paris-La Sorbonne et des masters entrepreneurs de HEC Paris. Entrepreneur donc, écrivain, politique et sportif, le ministre Kamara a plusieurs défis à relever. Son portrait, c'est avec Garibou Pirou. Celui qui prend la tête du département de l'économie numérique, de l'information et de la communication s'appelle Mahamadou Kamara. À 36 ans, il est l'un des benjamins du gouvernement. Il s'est engagé sur le terrain politique depuis 2010 aux côtés d'Ibrahim Boubacar Keïta, président du parti RPM en tant qu'assistant conseiller puis directeur de cabinet entre 2010 et 2013. Pendant la campagne présidentielle, le ministre s'est illustré en tant que porte-parole du candidat du RPM dans les journaux nationaux et internationaux, sur la toile et même sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, il était souvent l'un des invités de l'émission Le Débat du dimanche sur la chaîne Africable. L'élection présidentielle largement remportée par Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Kamara a été nommé en septembre 2013 directeur de cabinet du président de la République avec rang de ministre. Proche parmi les proches, il a occupé cette fonction jusqu'à sa nomination à la tête du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication dans le gouvernement du Premier ministre Moussa Mara. Son objectif, mieux communiquer sur l'action du gouvernement pour qu'elle soit mieux comprise par les Maliens. Auparavant, dans le secteur du privé, le ministre Kamara a travaillé en France au sein de plusieurs groupes de presse, notamment le Nouvel Économiste, mais surtout le groupe Jeune Afrique, où il a été successivement journaliste, directeur adjoint, chef de cabinet du PDG Béchir Ben Yamed, ou encore éditeur de plusieurs publications. Également entrepreneur, Mahamadou Kamara a créé en 2009 le journal en ligne et a fondé plusieurs sociétés dans le domaine
de la communication et de l'édition. Sur le plan académique, ce cadre de la diaspora malienne a fait ses études en France, où il a été formé à la gestion et au management au sein de 2 prestigieuses institutions. À l'université Paris-la-Sorbonne, il a décroché une licence, une maîtrise, puis un DSS en gestion et commerce international. En parallèle à son cursus, l'école des hautes études commerciales de Paris, d'où il est sorti diplômé en 2001. De nombreux défis sont à relever dans le domaine qui est le sien. Les chaînes de télévision passeront au plus tard en 2015 de la diffusion analogique au numérique. Notre pays devra lui aussi se conformer aux recommandations de l'Union internationale des télécommunications. Ces passages offrent aux hommes des médias et au grand public d'immenses possibilités. Il lui faudra aussi réformer le secteur des médias qui compte environ 400 radios, une centaine de journaux, 5 chaînes de télévision, sans oublier les sites internet. Parmi les projets prioritaires du ministre Camara, la réforme de l'audiovisuel public, la création d'une grande école de journalisme, la numérisation de l'administration malienne ou encore la revitalisation de la poste malienne. De nombreux challenges pour ces professionnels de la communication qui souhaitent aller vite conformément à la vision du chef de l'État. Dankoroba, c'est le nom du premier album de l'artiste Astou Niamé présenté au public malien hier soir au Palais de la Culture. Le baptême a réuni une dizaine d'artistes maliens, Moussa Tidiane Kanté et Massa Doumbia pour le reportage. Première sortie, première démonstration de force. C'est le Palais de la Culture Amadou Ampateba qui a servi de rampe de lancement du tout premier album d'Ankoroba de l'artiste malien Astou Niamé. L'album s'appelle Dankoroba. Ça fait 6 titres. C'est double album. Je parle des enfants d'un côté, je parle de l'éducation, la paix aussi. Avec ses invités, elle a tenu à l'haleine 4 heures de louche, un public de grand jour, avec un rythme mandé exécuté par une forme de chorale, des instruments traditionnels du ngoni, du dundumba, balafon et surtout la flûte. Au-delà de la musique, les artistes ont fait preuve d'une solidarité spontanée autour de la star du jour. Et c'est la culture malienne qui, dans toute sa splendeur, s'exprime au bénéfice des mélomanes. Quoi de plus normal d'être fier quand on voit grandir celle pour qui on a tout donné. Astou Niamé, mais vraiment, je suis là ce soir pour l'aider. Si elle travaille bien, elle peut aller loin. Elle fait partie de la nouvelle montante que j'ai créée ici à Bamako, donc elle se débrouille très bien. En attendant la sortie très prochaine du deuxième album d'Ankoroba s'impose déjà sur tous les hits des radios de la capitale. Voilà, nous recevons sur ce plateau, et ce n'était pas prévu, le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Oumar As. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Vous venez évoquer avec nous les raisons du report du congrès du Haut Conseil islamique initialement prévu pour demain mardi 15 avril. Le congrès a donc été reporté. À quelle date et quelles sont les raisons de ce report? Ben voilà, alors bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices. Salam alaikum à la Ouma. La date elle est très prochaine, elle est très prochaine, s'inédiée mais très prochaine. Alors voilà, les raisons principales c'est que le chef de l'État est en visite officielle, visite d'État d'ailleurs, au Sénégal, alors un pays frère jumeau. Il souhaiterait, pour toute cette considération qu'il a pour la religion en général, la religion musulmane, et aussi le respect que l'on doit aux responsables religieux, aux leaders religieux. Alors cela fait que donc il aurait souhaité présider, et je crois que ça a été d'ailleurs le souhait du Haut Conseil islamique, que le président préside la cérémonie d'ouverture de ce congrès. Alors suite donc à une discussion que nous avons eu, cet échange qui s'est effectué donc avec l'ensemble des membres de ce Haut Conseil, notamment le président en exercice Mahmoud Diko et certains de ses conseillers, de certains sages de Bamako fondateurs, les familles Niaré, Touré, Dravé, etc. Alors donc, on est tombé de commun accord à reporter ce congrès pour faire honneur
au Congrès, aux congressistes, et donc c'est le lieu de saluer tout le mouvement prédominant pour préparer ce congrès et présenter les excuses de ma part en tant que ministre des Affaires religieuses et rassurer les uns et les autres congressistes venant des régions, etc. que donc très prochainement, une date sera convenue entre nous et le Haut Conseil pour que ce congrès se tienne au plaisir des croyants musulmans. Donc pas encore de date fixe. Pas de date, mais très prochainement et de commun accord. Voilà. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous poursuivons cette édition avec la page sport, football, championnat national de Ligue 1. La 15e journée marquant la fin de la phase aller a débuté hier, ici à Bamako, au stade Modibo Keïta. Le Djoliba AC a été tenu en échec 0-0 par le CS Dougou-Wolofila. L'AS Real s'est débarrassé sans difficulté de l'USFAS 3-0. Le résumé des rencontres, c'est avec Siragato Sissé. Les Scorpions de l'AS Real, actuellement sous une bonne étoile, ont brillé de nouveau face aux militaires de l'USFAS 3-0. Techniquement en place et physiquement au top, l'AS Real était presque seul sur la pelouse. 21 minutes, Souleymane Diarra, d'une frappe canon, débloque le compteur. 1-0, score à la mi-temps. Sur la lancée de la première, l'AS Real entame la deuxième avec force. 58e minute, Chaka Dembélé, le défenseur de l'USFAS, marque son camp. On joue la 73e minute. Moussa Doumbia de l'AS Real et Sekou Diarra de l'USFAS sont expulsés au même moment. À la lutte sur une balle, les deux acteurs se donnent des coups de poing étant à terre. L'AS Real ajoute un troisième but à la 81e minute par Moussa Koné entré en jeu. L'USFAS est complètement passé à côté de son match. Auparavant, le Djoliba AC avait rendez-vous avec le CS Dougou-Wolofila. Une question était sur les lèvres des supporters rouges. Comment le Djoliba allait-il réagir après sa défaite 1-0 de la journée précédente face à la Somme? En recevant le CS Dougou-Wolofila au compte de cette 15e journée de Ligue 1, le Djoliba avait un esprit revanchard. Le match était tendu avec des fautes et des cartons. Même sur le bord de la pelouse, la tension est palpable. 42e minute, l'entraîneur du Djoliba AC, Abdelrazak Chli, et l'arbitre central, l'international Mahamadou Keïta, ont eu une chaude discussion. Dans les arrêts de jeu de la mi-temps, Mohamed Ncissé de Dougou-Wolofila écope d'un carton rouge. Il est rejoint à la 80e minute par son coéquipier Mahamadou Keïta. À 9 contre 11, le CS Dougou-Wolofila est retranché dans son camp, verrouille toutes les voies d'accès. Score final 0-0. Le Djoliba AC, 3e 27 points et 2 matchs en retard, a fait une si mauvaise affaire de déclasser le Stade Malien de Bamako de la 2e place. Et toujours en sport, mais cette fois-ci avec cette nouvelle publication dans vos kiosques, Planète Sport, le premier numéro est déjà disponible avec à la une un focus sur le duel AS Real Djoliba AC, des nouvelles de la 14e journée de Ligue 1 et le portrait du tout nouveau ministre des Sports. Voilà, Planète Sport, c'est donc désormais disponible dans vos kiosques. L'importance du rappel de la vaccination ou la mise à jour du carnet de vaccination de l'enfant, c'est le sujet de la chronique santé du jour. La plupart des parents savent des vaccinations de routine dans les centres de santé, mais oublient qu'après les 9 premiers mois, des rappels doivent être faits pour que l'enfant soit efficacement protégé. Un manque de suivi qui est dû soit à une méconnaissance pour certains, au manque de moyens ou tout simplement à la négligence pour d'autres. Focus Santé, c'est une réalisation de Tissira Dambélé. Au Mali, l'État et ses partenaires investissent plus de 3 milliards de francs CFA pour protéger la petite enfance contre 11 maladies évitables par la vaccination. Ce programme de vaccination élargi n'immunise pas pourtant jusqu'à l'âge adulte et les parents sont appelés à prendre la relève avec le suivi de leurs enfants et les rappels sont très importants pour une protection efficace contre certaines maladies. La première dose d'administration du vaccin correspond à une étape de préparation du sujet. Ça le prépare à produire les anticorps. La deuxième dose assure une protection
dite efficace et la troisième dose est dite nécessaire. Tout cela doit être boosté par un rappel. Donc, c'est le rappel qui va maintenir de façon active les anticorps chez l'enfant pour lui permettre de se protéger dans le temps. Donc, des 0 à 9 mois, on le prépare, on assure une efficacité sur le plan protection immunitaire. On fait une dose nécessaire pour entretenir cette protection efficace, mais pour maintenir de façon pérenne l'immunité, il faut penser à faire des rappels. Les parents s'arrangent-ils à mettre le carnet de vaccination de leurs enfants à jour après les 9 mois du PEV? La question suscite diverses réactions dans les rues de Bamako. Je n'ai jamais eu l'idée même de faire, parce que quand on est en bonne santé, quand même, on dit que tout va bien. Vraiment, je ne suis pas au courant. On ne nous a pas dit cela. Nous ne respectons que les campagnes de vaccination annoncées à la télévision ou à la radio. Il y a des vaccinations, même en dehors de ce que l'État amène. Si possible, il faut payer et vacciner. On est prêt à le faire. Finalement, seule une frange de parents s'assure que la vaccination de leurs enfants est à jour. Si les spécialistes ne se lassent pas de le répéter, certains citoyens évoquent le manque de moyens face à ce qu'ils appellent de nouvelles charges. N'empêche, certains vaccins sont fortement conseillés. Après 1 an, par exemple, on doit penser à faire un rappel contre le tétanos, par exemple. Après 5 ans, un rappel est nécessaire, et même à 10 ans, voire à l'adolescence, on doit faire des rappels pour certains nombres de vaccins. Donc il y a le tétanos par rapport à ces vaccins, il y a la diphtérie qu'on peut citer aussi comme exemple. Certaines professions et tranches d'âge en ont plus besoin. Le personnel de santé doit se protéger, par exemple, contre l'hépatite B. D'ailleurs, tout le monde. Il y a aussi des professions à risque, comme chez les jeunes garçons qui font des apprentis menuisiers métalliques, par exemple. Il faut les faire le vaccin contre le tétanos et faire surtout les rappels. Si au Mali, un enfant sur 4 n'a pas tous les vaccins gratuits offerts par l'État, l'effort de faire des rappels à ses frais pourrait être moins de se rattraper et de garder son enfant en bonne santé. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République poursuit sa visite d'État au Sénégal où il a décoré son homologue sénégalais Macky Sall de la plus haute distinction honorifique du Mali. Juste après cette cérémonie de décoration, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir les reportages. Nous vous les diffuserons donc demain si tout va bien. Je vous remercie pour votre compréhension et bien sûr pour votre fidélité. Retrouvez demain dans la journée Mohamed Touré. Je serai sur ce même plateau à 18h et 20h pour vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente nuit à tous.